J'ai toujours aimé les promenades nocturnes. Il y a quelque chose dans le silence qui rend tout plus simple. Je suis soudeur de métier, je le fais depuis plus de 40 ans maintenant. Je vis seul dans une grande ferme, juste moi et mon chien Bosley. La maison est trop grande pour une personne, mais je n'ai jamais eu le cœur de réduire la taille après le décès de ma femme Maria. Mes enfants ont déménagé il y a des années, et depuis qu'un cancer l'a emporté, il n'y a plus que moi et Bosley. Un soir, après une longue journée dans l'atelier, j'ai décidé d'aller me promener. Ma propriété est assez grande, donc un seul tour suffit généralement à satisfaire mon envie. L'air était frais et Bosley trottait à côté de moi. Parfois, je pense qu'il m'aime plus que je ne l'aime. J'ai parcouru ce tour des centaines de fois, mais alors que je revenais vers la maison, quelque chose a attiré mon attention. J'ai levé les yeux vers la fenêtre du deuxième étage, celle qui donne sur la chambre que Maria et moi partagions. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose bouger. Je me suis arrêté net, regardant cette fenêtre. Il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un soit là. Je n'étais pas rentré dans cette pièce depuis des années, je ne pouvais pas m'y résoudre. J'ai senti mon sang bouillir à l'idée qu'un étranger s'introduise dans ma maison. Je n'allais pas tolérer ça. Je me suis précipité à l'intérieur, le cœur battant, et j'ai couru à l'étage. La pièce était vide, exactement comme je l'avais laissée. Aucun signe de quoi que ce soit d'anormal. J'ai regardé partout, mais je n'ai rien trouvé. Oui, j'étais assez paniqué, mais j'étais plus en colère qu'autre chose. Je ne prenais pas ce genre de choses à la légère. Je pensais que je venais de voir quelque chose qui n'était pas là. Je suis resté là un moment, me sentant stupide, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose était là. La nuit suivante, je me suis réveillé au son des grognements de Bosley. C'est un bon chien, il n'aboie jamais à moins qu'il y ait quelque chose sur quoi aboyer. Je me suis assis dans mon lit, à l'écouter. C'est alors que j'ai entendu des craquements venant de l'étage. Cela aurait pu être simplement les bruits de mon ancienne maison, mais mon esprit s'est directement dirigé vers des pas, qui venaient juste au-dessus de moi. Je suis sûr que vous pouvez deviner quelle pièce est directement au-dessus de la mienne. J'ai hésité à prendre mon fusil de chasse en bas, mais je ne voulais pas aller aussi loin. Si cela devait arriver, j'étais pleinement confiant que je pourrais prendre ce qui se trouvait là-haut de la main à la main. J'ai attrapé ma lampe de poche et suis allé vérifier. Encore une fois, rien. La pièce était exactement la même, intacte. Ma colère commençait définitivement à se transformer en anxiété à ce stade. Quelque chose n'allait pas dans la maison. La nuit suivante, je suis descendu et j'ai trouvé les lumières de la cuisine allumées. Je sais que je les ai éteintes avant de me coucher. Je ne laisse pas les lumières allumées. Il n'y avait plus de doute. Quelqu'un était dans ma maison. J'ai commencé à paniquer. J'ai appelé la police et leur ai dit que je pensais que quelqu'un se faufilait peut-être. Ils sont sortis, ont fouillé la maison de fond en comble, mais n'ont rien trouvé. Ils ont été gentils, ils m'ont dit de rappeler si j'avais besoin d'eux. Mais je pouvais voir qu'ils ne me croyaient pas. La nuit suivante a été de loin la pire. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai décidé de monter à l'étage et de vérifier à nouveau la chambre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je pensais que cela me calmerait. Mais quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. Il y avait des vêtements éparpillés sur le sol, les vêtements de Maria. Je les avais rangés après sa mort. Maintenant, ils étaient partout. Ce genre de choses n'arrive pas par hasard. Et puis je l'ai vu. Il y avait une femme debout dans l'embrasure de la porte, qui me regardait fixement. Je ne pouvais pas voir clairement son visage, mais je pouvais dire que ce n'était pas Maria. Elle était trop petite. Je ne sais pas qui elle était, mais elle n'avait rien à faire là. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Sans réfléchir, j'ai couru vers elle. Elle s'est retournée et a dévalé les escaliers et est sortie par la porte d'entrée. Le temps que je sorte, elle avait disparu. J'ai fouillé la propriété avec Bosley, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pendant des mois après cela, je n'ai pas pu dormir. J'étais constamment sur les nerfs. Convaincu, j'entendais des pas à l'étage la nuit. Le moindre bruit me mettait en colère. Je dormais avec mon fusil à côté de mon lit, terrifié à l'idée de devoir m'en servir une nuit. Le moindre bruit me mettait en colère. J'ai hésité à appeler mon frère pour qu'il vienne chez moi, mais je n'allais pas le faire. J'ai été élevé pour toujours gérer mes problèmes. C'est donc ce que j'ai fait. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Une nuit, j'étais assise dans le salon, quand j'ai remarqué une silhouette debout dans la cour, me regardant droit dans les yeux à travers la fenêtre. C'était encore elle. Mon cœur s'était arrêté. J'ai attrapé mon fusil de chasse et j'ai couru dehors, Bosley juste derrière moi. Elle était toujours là, juste une silhouette au clair de lune, me regardant. J'ai tiré quelques coups de semonce en l'air, espérant l'effrayer. Cela a suffi à la faire se retourner et à courir dans l'obscurité, mais ce n'est pas comme si cela m'avait fait me sentir mieux. J'étais littéralement tourmenté par une femme au hasard qui était probablement sans abri. Je ne pouvais même pas imaginer pourquoi cela m'arrivait. Je suis resté là pendant un long moment, attendant de voir si elle reviendrait. Elle n'est jamais revenue. Je ne l'ai pas revue depuis, mais je sais que ce n'est qu'une question de temps. Je suis tout à fait prêt à me défendre, mais je ne pense pas que vivre dans une anxiété perpétuelle comme celle-ci soit tenable. Dieu merci pour Bosley. Je n'ai aucune idée de ce que je ferais sans lui.
Je vous enverrai une mise à jour si quelque chose se passe. Je travaille pour un service de restauration, ce qui signifie que je suis souvent sur la route, généralement tard le soir. Je passe la plupart de mon temps à trimballer des affaires d'un endroit à un autre dans cet énorme camion que l'entreprise me fait conduire. Ce n'est pas le pire travail au monde, mais les horaires sont nuls et ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé faire de ma vie. Quand je rentre chez moi, soit je suis tellement sous l'effet de la caféine que je n'arrive pas à dormir, soit je m'évanouis dès que je me couche et reste ainsi pendant 12 heures. Je rentrais chez moi un soir vers 2 heures du matin, c'était agréable de conduire à nouveau ma propre voiture. Alors que j'approchais de chez moi, je me suis rendu compte que j'avais probablement bu un Red Bull de trop et que je n'allais pas pouvoir dormir. En plus de cela, je n'avais pas mangé depuis des heures et j'étais affamé. Il y a un McDonald's juste à côté de l'autoroute, à environ 10 minutes de chez moi. C'est généralement mon premier choix quand il s'agit de grignoter tard le soir, car c'est tellement pratique. Je ne suis même pas du genre à me gaver, malheureusement. J'ai parfois cette étrange envie que seule une poignée de frites peut satisfaire. Il est évident qu'il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et j'ai pensé qu'un peu de nourriture réconfortante serait la chose parfaite pour m'aider à me détendre. Je ne me souviens pas exactement de l'heure qu'il était, mais il était certainement plus de 14 heures lorsque je me suis garé au drive-in. Il y avait quelques voitures devant moi, ce qui m'a en fait un peu surpris. Ce n'est pas comme si ce McDonald's était un endroit très fréquenté à 2 heures du matin un mardi. Alors que j'étais assis là, impatient, je me suis retrouvé à regarder dans le vide, me demandant ce qui prenait autant de temps. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait une vieille Volkswagen cabossée avec ses vitres teintées, adossée à un endroit dans le coin même du parking. Le McDonald's lui-même n'acceptait que les commandes au drive-in à cette heure-là, donc cela n'avait aucun sens qu'il y ait une voiture sur le parking. Il y avait des places réservées de l'autre côté pour les employés. Donc ça ne pouvait pas être l'un d'eux. J'ai pensé que c'était peut-être juste quelqu'un qui mangeait dans sa voiture, ce qui était probablement le cas. Je l'ai moi-même fait de temps en temps, donc je suppose que je ne pouvais pas juger. C'était juste un spectacle étrange, pour être tout à fait honnête. J'ai pris ma nourriture et j'ai commencé à conduire. Je ne voulais pas rentrer chez moi tout de suite, mais je ne voulais pas non plus rester assis là à laisser tourner ma voiture au ralenti. J'ai commencé à me creuser la tête, essayant de penser à un bon endroit pour engloutir la nourriture. Je vis dans une région assez luxuriante, donc honnêtement, il y a beaucoup d'options. Mais je ne voulais pas trop tourner autour du pot, compte tenu de l'heure tardive. Il y a une immense réserve naturelle littéralement en bas de la rue de chez moi. Elle est située sur une montagne et n'est en fait qu'une énorme forêt. Le hic, c'est qu'il y a un point de vue panoramique au sommet avec vue sur la ville. Il y a une route qui fait une boucle autour du périmètre de la réserve et vous mènera directement au sommet, ce qui est agréable pendant la journée. Après la fermeture de la réserve, la route est inaccessible aux voitures, mais reste un chemin pratique pour atteindre le sommet sans avoir à traverser les bois. J'avais l'habitude d'y aller tout le temps avec mes amis du lycée. C'était en quelque sorte un endroit par défaut lorsque nous voulions être à l'extérieur. Nous traînions, parlions, fumions ou apprécions simplement la vue. En fait, je n'y étais pas allé depuis un moment parce que j'étais tellement occupé à travailler tout le temps. J'ai donc pensé qu'y aller me procurerait une poussée de nostalgie bien nécessaire. Lorsque je suis arrivé au parking préservé, il était complètement vide. Je dis parking car ce n'était pas un parking traditionnel avec des places pour les voitures, mais plutôt un grand morceau de gravier qui s'écartait de l'une des routes qui longeait la frontière de la réserve. Comme je l'ai dit, la réserve était fermée, ce qui signifie que je devais marcher jusqu'au point d'observation depuis l'extérieur. Avant même de pouvoir éteindre le moteur, j'ai vu des phares s'arrêter sur le parking. C'était déjà assez troublant en soi. Qui d'autre pouvait être là à 2 heures du matin? Et puis j'ai réalisé ce que je voyais. C'était la même Volkswagen du parking du McDonald's. J'en étais sûr à 100%. Je me suis garé un peu plus loin et le moteur s'est coupé. J'ai senti le malaise commencer à affluer. Quelles étaient les chances que cela se produise naturellement? M'avait-il suivi? Ma vitre était partiellement baissée et, autant que je puisse en juger, il n'y avait pas de musique provenant de cette voiture. Ou du moins, aucune que je puisse entendre. Après qu'il ne se soit rien passé pendant une bonne minute ou deux, ma peur a commencé à s'estomper. Il faisait probablement la même chose que moi, il sortait prendre l'air ou fumer une cigarette. C'est un endroit assez populaire pour ce genre de choses. Mais j'étais tellement bizarre compte tenu de l'heure à laquelle il était. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas, même si j'en ai conclu que c'était juste une de ces coïncidences inexplicables. Je suis resté assis là pendant une minute, me demandant si je devais simplement rentrer chez moi. Je ne voulais pas partir, mais je ne voulais pas non plus être seul. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé sur FaceTime un de mes amis proches qui habitait à quelques minutes de chez moi. Je me suis dit que s'il ne répondait pas, je mangerais simplement mon repas dans la voiture et je rentrerais chez moi. Il était en fait réveillé, ce qui m'a un peu surpris. Il a dit qu'il était en train d'écrire un article.
Je l'ai convaincu de passer un peu de temps avec moi. Il était en panne. Il a dit qu'il serait là dans 10 minutes. Pendant que j'attendais, j'ai gardé les yeux fixés sur la Volkswagen. Elle n'avait toujours pas bougé. J'ai essayé de me calmer, me disant que j'étais paranoïaque. Quand Sébastien est finalement arrivé sur le parking, je me suis senti beaucoup mieux. Nous sommes tous les deux sortis de nos voitures et avons commencé à remonter le chemin. Avant qu'il ne disparaisse de ma vue, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. La Volkswagen était toujours là, mais j'ai vu les 4 portes s'ouvrir en même temps. 4 gars sont sortis. Ils sont restés là quelques secondes, à se regarder. Ils ne parlaient même pas, ils se regardaient simplement. C'était bizarre. J'ai poussé Sébastien du coude, qui a compris ce que je regardais. Avant qu'il ne puisse nous voir, nous avons continué à marcher sur le chemin de sorte que le terrain était caché à la vue. Des sonnettes d'alarme se sont déclenchées dans ma tête, mais Sébastien ne semblait pas si inquiet. Il m'a dit qu'ils allaient probablement juste fumer. Nous avons continué à marcher, et au moment où nous sommes arrivés au sommet, la vue sur la ville était suffisante pour me changer les idées. Nous nous asseyions toujours sur ce petit mur de pierre qui était censé empêcher les gens de s'éloigner du bord de la montagne. Nous étions assis là, mangeant et discutant comme nous le faisions avant. C'était agréable. Bien sûr, cette sensation agréable n'a pas duré très longtemps. Nous avons entendu le bruit des conversations et des rires qui s'approchaient rapidement de nous. Nous nous sommes retournés pour voir 3 gars marcher vers nous, partageant ce qui ressemblait à un joint. Ils se comportaient assez amicalement, ce qui a certainement un peu calmé mes nerfs. Au lieu de trouver leur propre place, ils se sont dirigés vers nous, comme s'ils voulaient entamer une conversation. Le type au joint était couvert de tatouages et portait un anneau dans le nez. Il avait vraiment l'air intimidant. Il nous a fait un demi-sourire avant de nous demander si nous voulions fumer. Nous avons tous les deux dit non, et l'un des autres gars a ri et nous a traités de tapettes, ce à quoi Sébastien s'est moqué. Ma curiosité a pris le dessus et j'ai lâché une question sur ce qu'il faisait chez McDonald's. Le type qui tenait le joint a immédiatement baissé son sourire et a plissé les yeux, comme s'il avait été pris au dépourvu par ma question. Ses 2 amis ont fait de même, nous regardant avec des expressions froides. Ils sont restés silencieux pendant un long moment inconfortablement long. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu qu'il y avait 4 gars dans cette voiture, pas 3. L'un d'eux avait disparu. À ce moment-là, j'étais tout à fait prêt à courir. Je savais que Sébastien pensait la même chose. Finalement, le meneur nous a dit qu'il travaillait de nuit et qu'il venait de descendre. Il a remonté son sweat à capuche pour révéler un uniforme de McDonald's, je pense parce qu'il savait que nous ne l'aurions pas cru autrement. Il a ensuite continué en disant qu'il venait à cet endroit tous les jours après le travail pour fumer avec ses amis. Bien que cela m'ait définitivement un peu calmé, quelque chose dans cette situation n'allait pas du tout. Je pouvais dire que Sébastien ressentait la même chose. Nous avons décidé qu'il était temps de partir. Alors que nous commencions à descendre le sentier, Sébastien s'est arrêté et a pointé du doigt les arbres. J'ai suivi son regard et j'ai vu le 4e gars, à moitié caché dans l'obscurité. Il tenait quelque chose, mais je n'ai pas pu distinguer ce que c'était. J'ai senti mon cœur s'emballer. Au moment où il nous a vu le regarder, il a commencé à bouger. C'est à ce moment-là que nous avons couru. Nous avons foncé sur le sentier, jetant un coup d'œil en arrière pour le voir nous poursuivre avec les 3 autres gars juste derrière. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. J'entendais leurs pas se rapprocher, mais je n'ai pas regardé en arrière. Nous avons finalement atteint le parking, avons sauté dans nos voitures et avons accéléré. Alors que je m'éloignais à toute vitesse, j'ai pu voir ces types se précipiter pour monter dans leur voiture. Je ne me sentais pas à l'aise de rentrer chez moi, de peur de les conduire directement chez moi. J'ai appelé Sébastien et lui ai dit que nous devions nous retrouver dans sa rue. Nous avions une bonne longueur d'avance sur eux, et je ne pense pas que nous ayons été suivis, mais je ne voulais prendre aucun risque. Lorsque Sébastien et moi nous sommes retrouvés, nous étions encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Je ne sais pas s'ils essayaient de nous voler ou pire. Je ne savais pas quoi penser. Sébastien m'a montré son téléphone et m'a dit qu'il avait pris une photo d'eux pendant qu'il ne regardait pas. Il me l'a envoyé, mais je ne savais pas trop quoi en faire. J'avais un jour de congé le lendemain, alors j'ai convaincu Sébastien de venir avec moi au McDonald's pour que nous puissions au moins dénoncer l'employé. Le lendemain, nous avons approché un gars plus jeune dans l'espoir qu'il nous écoute. Nous lui avons montré la photo et lui avons raconté ce qui s'était passé, et ses yeux se sont écarquillés. Il nous a dit quelque chose qui sortait littéralement d'un film d'horreur. Apparemment, la petite amie de ce type avait également travaillé dans ce même McDonald's et l'avait largué quelques mois auparavant. Il ne l'a pas bien pris et la harcelait pendant qu'elle travaillait et la traquait après ses heures de travail. Il a évidemment été renvoyé, mais cela n'a pas aidé. La police est intervenue peu de temps après, et une ordonnance de restriction a été mise en place. Apparemment, il avait violé cette ordonnance de restriction parce qu'il campait sur le parking. Sébastien et moi étions horrifiés. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il a décidé de me suivre, mais il était clair qu'il était dérangé. Je prie pour que la police l'attrape en train de camper sur le parking, parce qu'alors il sera vraiment foutu. J'espère juste qu'il ne reconnaîtra pas ma voiture. Cela ne fait qu'une semaine,
mais je ne suis pas retourné dans ce McDonald's ou dans les réserves depuis. J'espère que la police pourra faire quelque chose, mais c'est hors de mon contrôle. Pardonnez-moi si je ne me souviens pas de tous les détails de l'histoire. Cela s'est passé il y a quelque temps. J'ai grandi à Ardmore, en Pennsylvanie. Il ne se passe pas grand-chose ici, donc trouver des choses à faire peut être un défi. Au lycée, quelques amis et moi nous faufilions dans de vieux bâtiments abandonnés pour les explorer. C'est le genre de choses que nous faisions à cet âge. Je n'ai réalisé à quel point ce genre de choses était populaire que bien des années plus tard. Apparemment, beaucoup de gens aiment explorer les bâtiments abandonnés. Quoi qu'il en soit, il y avait cette église abandonnée où nous étions déjà allés plusieurs fois auparavant. C'était à Narbert. Je me souviens en fait de l'adresse exacte, 198 Elmwood Avenue. L'endroit était effrayant, mais c'était en quelque sorte notre lieu de prédilection pour les sensations fortes de fin de soirée. Un soir d'automne, quelques-uns d'entre nous décidèrent d'aller à l'église et de boire un peu à l'intérieur. C'était une nuit fraîche et l'air était vif. Nous étions 6. Moi, Luna, Gina, Johnny, Max et Ali. L'église se trouvait derrière une clôture grillagée de 8 pieds, que nous devions escalader pour entrer. Les portes étaient toutes condamnées, donc nous passions toujours par une fenêtre sur le côté. Une fois à l'intérieur, la première chose que vous remarquiez était le sol, ou son absence. Tout le premier étage n'était que de la terre. On aurait dit que quelqu'un avait arraché le plancher il y a des années, ne laissant qu'un trou au centre ou un escalier en béton menait au sous-sol. C'est là que nous finissions toujours, en bas. Le sous-sol comptait 3 pièces, mais une seule avait une porte. Les 2 autres n'avaient que des encadrements de portes. La première pièce dans laquelle nous sommes entrés était la plus grande. Il n'y avait pas grand-chose dedans, juste de vieux meubles. Des chaises cassées, un canapé cassé. Je me souviens avoir dû faire taire Johnny 12 fois parce qu'il était léger et que la petite quantité d'alcool qu'il avait le rendait très bruyant et nerveux. Être dans un groupe aussi important était toujours un plus, et je me sentais beaucoup plus en sécurité en sachant que nous étions nombreux. Nous avons fait l'idiot pendant un moment, buvant et riant comme nous le faisions habituellement. Il se peut qu'il y ait eu un haut-parleur qui diffusait de la musique, mais je ne m'en souviens pas exactement. Soudain, une porte a claqué. J'ai littéralement sursauté. C'était tellement bruyant. Nous nous sommes figés, nous nous sommes regardés avec des expressions inquiètes. Au début, j'ai pensé que l'un de nous avait fermé la porte par accident. Mais personne n'était à proximité. Presque immédiatement, Luna, Gina et Johnny se sont élancés. Ils ont couru dans les escaliers, nous laissant, Max et Ali derrière nous. Nous étions les plus courageux, et aucun d'entre nous ne voulait partir pour l'instant. Mon cœur battait fort, je l'admets pleinement, mais je n'allais pas laisser le vent me faire peur. Je pouvais dire que Max et Ali pensaient la même chose. Je ne sais pas si c'était de la curiosité ou de la stupidité, mais nous avons décidé d'enquêter. Après être restés silencieux pendant quelques minutes, nous nous sommes tous les 3 approchés pour ouvrir la porte qui s'était refermée en claquant. Derrière, il y avait une petite pièce, et la première chose que j'ai vue était une commode. Le miroir au-dessus était fissuré et des taches rouges étalées sur la surface. Au début, j'ai pensé que c'était de la vieille peinture ou quelque chose comme ça, mais quand je me suis approché, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle n'était pas complètement sèche. Les taches avaient toujours cette brillance collante, comme si ce n'était pas là depuis longtemps. J'ai senti les poils de ma nuque se dresser et j'ai eu des doutes quant à ne pas partir plus tôt. Quelqu'un, ou oserais-je dire quelque chose, était récemment entré dans cette pièce. Puis j'ai vu la photo. Il y avait une vieille photo sur la commode, une photo en noir et blanc d'une femme en robe de mariée. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de bizarre. Tout cela m'a donné un mauvais pressentiment. J'ai reculé, mais juste au moment où je me retournais, nous avons entendu un autre bruit. Cette fois, ce n'était pas la porte. Cela venait d'une des autres pièces. Cela venait de la pièce dans laquelle nous venions de passer. C'est à ce moment-là que Max et Ali ont tous les deux décidé qu'ils en avaient assez. Je n'allais pas discuter avec eux. Nous avons pris nos affaires et nous sommes sortis de là aussi vite que nous le pouvions. Lorsque nous avons escaladé la clôture et avons heurté le trottoir, aucun d'entre nous n'a dit un mot. Après avoir sauté la clôture, je me suis retourné et j'aurais juré avoir vu la silhouette d'une personne debout devant la fenêtre ouverte. Je prie encore pour que par un minuscule hasard mon esprit me joue des tours. Mais je ne le saurai jamais avec certitude. Mes amis et moi n'y sommes jamais retournés ensemble tant que nous sommes restés amis. En fait, je suis retourné moi-même dans cette église. Mais ce n'était plus une église. Quand j'ai eu le temps de la vérifier à nouveau, elle était complètement démolie. Je n'ai toujours aucune idée de ce que nous avons vu cette nuit-là. Je suis juste content que mes amis aient été là pour le voir avec moi. Si j'avais été seul, j'aurais peut-être douté que tout cela se soit produit. Si quelqu'un veut faire des recherches, allez-y. Je n'ai jamais pu trouver quoi que ce soit en ligne, mais je ne serais pas surpris si cette église avait une histoire que je ne connaissais pas.